La première présentation, en effet, ça va être centré autour de la structure du sol, évaluer l'effet du machinisme sur le tassement du sol, donc quels sont les différents mécanismes qui vont influencer la structure du sol, les conséquences sur la culture, sur l'enracinement, sur la productivité, et puis les solutions que l'on a à disposition pour limiter les risques de tassement. Voilà, et donc ce travail, en fait, la présentation, elle se base sur notamment les résultats qui sont en cours dans le cadre du projet que je mène à Agrotransfert. Donc c'est le projet Sol Défi. Et donc ce projet vise à aider les agriculteurs à limiter les risques de tassement et ensuite à optimiser le recours au travail du sol en s'aidant des mécanismes de restructuration naturelle, vers de terre, l'action du climat en tenant compte, et puis en permettant l'observation du sol notamment. Et donc il y a différents volets sur lesquels on travaille. Donc un volet sur la prévention des tassements pour évaluer quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose pour limiter les risques. Un volet sur les conséquences agronomiques, donc pour évaluer les conséquences sur l'enracinement, le développement des cultures, la croissance, et puis sur le fonctionnement du sol aussi. Un volet sur les méthodes simplifiées d'observation d'état structurel du sol, puisque c'est parti du principe que le profil cultural, donc le vrai profil de sol, c'est une méthode très pertinente pour évaluer la structure, mais assez lourde à mettre en place, et puis ça demande aussi un peu d'expertise pour l'analyser. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des méthodes beaucoup plus simples à mettre en œuvre, mais qui restent pertinentes pour évaluer la structure du sol. Et puis un dernier volet sur la régénération et tassement, donc mieux gérer le travail du sol, intervenir quand c'est vraiment nécessaire, et puis s'aider des mécanismes de restructuration naturelle. Voilà, puis il y a différents organismes qui nous suivent en partenaire, donc au niveau de la recherche, l'INRA, l'AgroParisTech, et puis au niveau des instituts techniques, en France notamment, donc l'ITB, l'Institut de la betterave, Arvalis, et puis des groupes d'agriculteurs ou des organismes de développement via les conseillers. Voilà, donc ce projet, en fait, il était parti du constat qu'on a des chantiers qui sont certes de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus lourds, notamment au niveau des récoltes, avec pour les machines les plus lourdes, notamment au niveau des récoltes de betterave, jusqu'à 65 tonnes quand ça charge. Donc 65 tonnes sur un sol humide, notamment lors des récoltes des betteraves en arrière-saison, ça peut potentiellement occasionner des dégâts. Et donc la question, c'est notamment quelles sont les conséquences agronomiques de cette évolution des chantiers, avec des chantiers, des machines qui sont de plus en plus lourdes. Et puis des tassements qui auparavant étaient très fréquents lors des récoltes, mais assez peu fréquents lors des implantations des cultures. Et là, de plus en plus, on a aussi des tassements lors de l'implantation des cultures. Comme ici, par exemple, donc là c'est un chantier de pommes de terre en impassable où c'est un même tracteur qui tire des lames de décompactage, la fraise pour préparer, la planteuse et la buteuse, le tout en un passage. Donc forcément, il faut un tracteur lourd et puissant pour tirer l'ensemble. Et quand on fait un profil de sol, voilà ce qu'on retrouve. Ici, les 2 traces de roues du tracteur qui est venu implanter et préparer pour la plantation. Et donc là, du coup, on a du tassement qui est lié à la préparation des cultures et pas uniquement lors des récoltes, ce qui était le cas le plus fréquent auparavant. Du coup, c'est important de bien identifier tous les mécanismes qui vont intervenir et qui vont déterminer les risques de tassement pour ensuite évaluer quelle marge de manœuvre on a. Donc tout d'abord, les facteurs qui vont jouer sur le risque de tassement, il y a la sensibilité du sol. Donc le facteur déterminant, c'est l'humidité du sol, notamment. Plus le sol est humide, plus il va être sensible au tassement. Et ensuite, ça va être les contraintes qui vont être appliquées au sol. Donc les contraintes, c'est des pressions. Et les pressions, j'ai indiqué la formule ici, c'est la charge à la roue qu'on divise par la surface de contact entre le sol et le pneu. Donc ça veut dire que si on veut limiter le tassement, soit on limite la charge à la roue, ou soit on augmente la surface de contact entre le sol et le pneu en jouant sur le type de pneumatique ou sa pression de gonflage. Voilà, et puis donc du coup, le pneu, ça va être un peu l'interface entre la machine et puis le sol pour répartir de manière optimale la pression au sol. Et on confond aussi souvent la pression appliquée au sol et la pression de gonflage du pneumatique. Il faut bien savoir que c'est 2 choses complètement différentes. La pression au sol, donc c'est ce qu'il y a sous le pneu et qui va engendrer du coup le risque de tassement. Et la pression de gonflage du pneumatique, c'est la pression qui est à l'intérieur du pneumatique.
Simplement que quand on diminue la pression de gonflage, le pneu du coup va s'écraser, donc on va augmenter la surface de contact et on va limiter la pression au sol. Donc c'est en lien, mais ça ne signifie pas la même chose. Voilà, et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la manière dont ces pressions se propagent dans le sol à différentes profondeurs. Et donc là, on sait notamment des travaux des Danois et des Suisses qui travaillent pas mal sur le sujet, en fait, c'est des dispositifs avec des capteurs qui sont implantés dans le sol à différentes profondeurs pour évaluer la manière dont les pressions se propagent dans le sol en fonction de la charge, du type de pneumatique notamment qui sont au-dessus. Et donc ça permet notamment de paramétrer des modèles de propagation de ces pressions dans le sol. Donc là, c'est quelques exemples pour illustrer ici l'effet des pneumatiques sur le tassement du sol. Donc là, ici, c'est deux pneumatiques différents avec la même charge. On a mis 5 tonnes à la roue et j'ai fait varier le pneumatique. Là, c'est un pneu de 600 de large. Là, c'est un pneu à droite de 900 de large, plus large avec un plus grand volume d'air. Et puis donc, ce que représente le graphique, c'est les pressions au sol et la manière dont les pressions se propagent dans le sol en profondeur. Et on voit qu'ici, avec un pneu plus étroit, on a un tassement en surface qui est plus élevé, une pression au sol qui est d'ailleurs plus élevée que la deuxième situation où le pneu est plus large et un tassement au sol qui est plus faible en surface. Par contre, on voit aussi qu'en profondeur, le dernier isobar ici, il n'y a pas grande différence en profondeur. Donc là, ça montre surtout l'importance du pneumatique par rapport au tassement en surface dans les 20-30 premiers centimètres. Après le deuxième exemple, j'ai fait varier la charge par roue. Donc j'ai gardé le même pneumatique, donc là j'ai repris un pneu de 600 dans les deux cas, et je suis passé de 5 tonnes à la roue à 3 tonnes par roue, en diminuant le poids par roue. Et puis du coup, on voit bien qu'on a limité les pressions en surface et aussi en profondeur. Là, ici, ça va jusqu'à peu près 80 cm, et là, on s'arrête plutôt à 60-70 cm. Donc, le fait de limiter la charge par roue, à la roue, on limite à la fois le tassement en surface et en profondeur. Et puis, donc là, j'ai mis un troisième exemple. Où je passe où en fait c'est un exemple où on a la même pression sol dans les deux cas, mais avec des pneumatiques et un poids différent. Donc là, on a un pneu de 600 avec 5 tonnes à la roue, et là, on a un pneu de 900 avec 10 tonnes à la roue. Donc là, on a une charge beaucoup plus élevée, mais un pneu aussi plus large qui permet du coup de supporter une charge plus élevée. Et donc là, on a exactement la même pression sol. C'est-à-dire qu'en gros, si on met son pied là sous le pneu, on sentira la même chose. Il y aura la même pression sol, parce qu'ici, on a une charge plus élevée, mais comme le pneu est plus large, il y a une plus grande surface de contact, donc ça permet de supporter la charge. Par contre, on voit bien qu'en profondeur, ce n'est pas du tout la même chose. On va tasser beaucoup plus ici en profondeur, alors qu'ici, là, en gros, l'isopar, là, c'est l'isobar 50 kPa. 50 kPa, c'est 500 grammes par centimètre carré. Et donc là, ça se propage jusqu'à à peu près 55 cm, alors qu'ici, on est à 1 mètre de profondeur. Donc là, en fait, ça, c'est un peu je ne sais pas si vous connaissez bien les arrachages de betteraves, par exemple. Là, c'est le cas un peu plutôt d'une automotrice à betterave qui n'a pas de trémie. On est plutôt à 10 tonnes par essieu, donc 5 tonnes par roue. Et là, c'est plutôt les intégrales à betterave, donc les machines qui ont à la fois le bâti arracheur et la trémie pour stocker les betteraves, où on a jusqu'à 10 tonnes par roue, 20 tonnes par essieu. Et donc on peut avoir à peu près le même type de tassement en surface, par contre en profondeur, on va tasser beaucoup plus. Là, on a une charge plus élevée. Et le problème de ces tassements en profondeur, c'est qu'ils sont très peu réversibles, parce que le travail du sol, on ne va pas aller intervenir à 1 mètre de profondeur. Le climat, il joue, mais surtout en surface. L'action gel-dégel, humectation-dessiccation, ces variations du climat, elles sont surtout sur les 30 premiers centimètres, beaucoup moins en profondeur, parce que le sol, c'est quand même un bon isolant. Donc après, on ne peut plus compter que sur les vers de terre, mais la majorité des vers de terre, ils vivent quand même plutôt en surface, dans l'horizon arable. Et il y en a très peu qui vont à cette profondeur-là. Donc du coup, c'est des tassements qui sont très peu réversibles. Donc c'est pour ça qu'il faut y prêter attention.
Voilà. Puis donc ensuite, on a fait une étude aussi sur le nombre de passages de roues, notamment avec des machines qui marchent en crabe, pour avoir des zones où on a un passage de roue. Puis ensuite, on a pris la même machine en redécalant pour être roue dans roue, pour avoir un ou deux passages l'effet d'un ou deux passages de roue. Et donc voilà ce que l'on obtient. Alors là, en fait, on a regardé les valeurs pénétrométriques. Donc la pénétrométrie, je ne sais pas si vous connaissez, on enfonce une tige dans le sol et puis on évalue la force à laquelle on doit enfoncer cette tige dans le sol. Donc plus le sol est tassé, plus on va devoir exercer une pression importante pour enfoncer la tige. Là, c'est un appareil électronique. Donc là, c'est la valeur pénétrométrique en fonction de la profondeur. Et donc on voit, là, c'est avant le passage de l'engin. Bonjour. Donc là, avant le passage de l'engin, on retrouve une courbe ici. Donc là, on retrouve ici le fond du labour. Donc l'horizon labouré, l'état structurel est convenable. Le fond du labour, on est beaucoup plus tassé. Ensuite, dans l'horizon pédologique, qui n'est plus retravaillé, là, on a une valeur qui est plus faible. Donc ça, c'est l'allure avant le passage de la machine. Et puis ensuite, on a fait passer l'engin que je vous ai montré tout à l'heure en photo. Trémie vide, tout d'abord. Donc on a regardé les zones avec un passage de roue et les zones avec deux passages de roue quand ça marchait roue dans roue. Et donc voilà l'allure des courbes. Donc on voit qu'on se décale, donc on a après le passage, du coup les valeurs pénétrométriques sont plus élevées, donc on a eu un tassement du sol. Et donc là c'est un passage de roue et là c'est deux passages de roue. Donc ce que l'on voit c'est que deux passages de roue ça va tasser plus qu'un passage de roue, mais surtout en surface et en profondeur ça joue relativement peu. Et puis ensuite on a regardé la même chose mais avec la trémie pleine cette fois-ci, donc pleine de betteraves. Et c'est ici, en fait, c'est les deux dernières courbes, un passage de roue et deux passages de roue. Et on voit que, en fait, avec un passage de roue trémie pleine, avec une charge beaucoup plus élevée, on tasse à peu près pareil que deux passages de roue trémie vide dans l'horizon labouré. Mais par contre, en profondeur, c'est la charge par essieu qui est déterminante. Mais en fait, un passage de roue trémie pleine, ça va tasser plus que le deux passages de roue trémie vide. Donc là, ça veut clairement dire qu'en profondeur, c'est la charge à l'essieu qui est déterminante. Et donc, dit autrement, il faut mieux préférer plutôt plusieurs passages avec des faibles charges plutôt qu'un seul passage avec des charges lourdes. Hein, si on veut notamment préserver la structure en profondeur. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même tassé jusqu'à 45 cm de profondeur, hein, parce qu'on a une différence de résistance à la pénétration jusqu'à 45 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'avec les engins actuels, on tasse au moins jusqu'à 45, si ce n'est plus, en profondeur. Voilà. Puis ensuite, là, c'est les travaux de l'INRA que je reprends sur l'humidité du sol, parce que là, c'est vrai qu'on a vu jusqu'à maintenant plutôt les engins, l'effet du pneumatique, de la charge. Après, il y a aussi bien sûr l'humidité qui va jouer. Et donc là, en fait, c'est la proportion de zones tassées en fonction de l'humidité du sol. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris une moissonneuse lors de la récolte du maïs, ils l'ont passée à différents taux d'humidité du sol. Et ils ont regardé la proportion de zones tassées sous la roue. Donc là, par exemple, ici, la moissonneuse, elle est passée. Ils ont fait un profil, ils ont regardé la proportion de zones tassées sous la roue jusqu'à la profondeur de la bourre. Et donc, c'est ce qu'indique le graphique ici. Là, on a par exemple à peu près 40% de zones tassées. On est ici à la teneur en eau qui était autour de 20%. Et puis, ils ont fait tous les points pour avoir ce graphique. Et ce que l'on voit, c'est que plus la teneur en eau du sol est élevée et plus la proportion de zones tassées augmente, ce qui est logique. Et on a un maximum autour de la capacité au champ. Alors, capacité au champ, je ne sais pas si ça vous parle, en gros, c'est il y a une forte pluie, on attend 2-3 jours de ressuyage que l'eau en excès s'évacue et on est à ce qu'on appelle la capacité au champ. Donc c'est un sol humide mais ressuyé. Et on voit que pour un sol humide mais ressuyé, on a quand même 100% de zones tassées quand on passe un engin lourd. Et ça c'est très important parce qu'en fait, les ornières, elles apparaissent surtout quand on est au-delà de la capacité au champ. Quand on est à un sol à saturation, c'est là où généralement on aura des ornières. Et là, ce que ces travaux montrent, c'est que le tassement, il apparaît dans des gammes d'humidité qui sont beaucoup plus larges, notamment autour de la capacité au champ. Donc, dit autrement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ornière qu'il n'y a pas de tassement. Ça, c'est très important. C'est vrai que quand il y a une ornière, on se dit, voilà, là, on sait qu'on a tassé. Après, des fois, quand on ne fait pas d'ornière, on se dit, on n'a peut-être pas tassé, mais il ne faut pas se fier uniquement aux ornières. On peut tasser un sol sans ornière.
notamment avec la marche en crabe, parce que ça, les constructeurs de matériel, ils l'ont bien compris. C'est pour ça que sur les engins lourds, ils proposent la marche en crabe où l'essieu arrière est décalé par rapport à l'essieu avant. Donc du coup, là, il n'y a plus d'ornière parce que tout est foulé, le sol est plat derrière. Alors c'est vrai que c'est beau visuellement par rapport à une situation comme ici où il n'y a pas de marche en crabe et où on a des ornières. Mais là, dans les deux situations, on aura du tassement. Ici, parce qu'on a un sol à saturation, des pneus pas toujours très bien équipés, donc un risque de tassement. Et ici, parce qu'on a un sol humide avec une charge élevée, donc on va tasser, et même probablement tasser plus en profondeur ici, même s'il n'y a pas d'ornière, parce que la charge par essieu est plus élevée. Voilà. Autre facteur aussi qui va jouer sur le tassement, c'est la stabilité de la structure du sol, et notamment par le taux de matière organique qui va jouer, mais aussi le travail du sol. Quand on va travailler le sol avec soit une bêche, soit une charrue ou un outil à dents, on va toujours créer un peu de terre fine. Et cette terre fine va se retasser plus facilement qu'un sol qui n'aura jamais été travaillé. Et là, par exemple, alors je ne sais pas si on voit bien avec le contraste de lumière, mais en fait, c'est un zoom sur un profil de sol à la limite entre l'horizon organique et l'horizon pédologique qui n'est jamais travaillé. Donc là aussi, on a l'horizon qui est anciennement travaillé, qui a déjà été labouré, et ici l'horizon pédologique qui n'a jamais été travaillé. Et quand on fait un zoom, ici en fait il y a très peu de porosité, alors qu'ici on observe énormément de porosité, de fissures, de galeries de vers de terre. Et cette photo a été prise après un chantier assez lourd qui a tassé le sol. Donc les pressions elles se sont propagées dans le sol sous la roue, mais elles ne se sont pas arrêtées. Là, les pressions elles ont continué dans le sol. Et ensuite, en fait, c'est la traduction de la pression en déformation du sol qui s'est arrêtée ici, parce que là, on avait un sol qui était travaillé, donc plutôt de la porosité un peu plus artificielle, porosité d'assemblage du travail du sol, qui est beaucoup moins résistante au tassement, que ici de la porosité plus naturelle, sous forme de fissures, de galeries de vers de terre, qui résiste mieux au tassement. Donc là, ça veut dire attention au travail du sol, notamment quand on veut intervenir en profondeur. Des fois, il faut mieux ne rien faire, parce qu'à court terme, c'est toujours bénéfique, mais à plus long terme, on peut potentiellement fragiliser les horizons plus profonds en retravaillant le sol et en les rendant plus sensibles au prochain tassement. Donc pour limiter notamment ce phénomène de sensibilité du sol du fait du travail du sol et de la création de la terre fine finalement par le travail du sol, on peut s'aider notamment des racines des cultures, puisque les racines elles émettent des exudats racinaires, donc des composés carbonés qui sont des substances un peu collantes. On voit là ici par exemple c'est un pied de maïs, on voit les substances un peu collantes qui sont émises. Et donc ça va être un peu des cols organiques qui vont permettre de stabiliser les particules de sol et reformer des agrégats plus stables pour du coup rendre le sol aussi plus sensible au prochain tassement. Donc quand par exemple on doit travailler le sol parce qu'on a une zone un peu tassée, si on a des racines juste derrière qui vont venir réagglomérer la terre fine qui aura été créée, du coup on va stabiliser le sol et le rendre moins sensible au prochain tassement. Donc c'est un peu dans l'idée de pouvoir optimiser le recours au travail du sol en travaillant quand il y a des racines déjà en place pour que les racines puissent restabiliser la terre fine créée. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a généralement un manchon de terre fine quand on tire des racines, c'est justement ces cols organiques émises par les racines qui font qu'on a des petites particules de terre qui se collent aux racines. Ça arrive très fréquemment quand on tire une plante, il y a toujours un manchon de terre autour des racines. Donc c'est l'effet de ces cols organiques. Voilà, et donc là, c'était des éléments un peu généraux pour comprendre comment les mécanismes, les facteurs qui déterminent le risque de tassement. Ensuite, dans le cadre du projet sur lequel je travaille, on a effectué, on va dire, un état des lieux pour identifier quels sont les problèmes qui se posaient chez nous, on va dire au nord de la France, mais bon, ça doit être très probablement vrai aussi ici en Belgique. Pour mettre en évidence les problèmes qui sont constatés. Et donc déjà, les éléments qui nous ont alertés, c'est tout d'abord les tassements lors de l'implantation des cultures. Donc là, ici, c'est une préparation pour des implantations de pommes de terre. Donc là, moi j'ai fait la route depuis la Picardie, tout le monde est en train de planter les pommes de terre en ce moment, là aujourd'hui. Là, voilà un profil donc après la plantation. Donc là, en fait, ici, la parcelle a été labourée avant la plantation.
Et puis, quand on a fait le profil de sol, après la plantation, on a observé une grosse zone tassée ici. Donc là, on en déduit forcément que cette zone tassée a été tassée après le labour, parce que sinon, le labour il serait venu fragmenter cette zone. Donc là, ici, c'est un tassement qui a lieu après le labour et avant la récolte, parce qu'on a fait l'observation avant la récolte. Donc on en déduit que c'est un tassement qui provient de l'implantation de la culture. Et donc du coup, c'est lors de la préparation, pour préparer ou pour venir planter, il y a eu ce type de tassement qui a été provoqué. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment dès que le sol n'est pas tout à fait ressuyé au moment où on intervient. Donc là, pour ceux qui ont par chez nous, qui ont commencé hier, c'est vrai que le fond est encore un peu humide. Probablement que si on fait ce type d'observation, on reverrait aussi des tassements lors de l'implantation des cultures. Surtout quand on a des tracteurs un peu lourds et puissants pour tirer les outils. Donc ça, c'était donc les tassements lors de l'implantation. Et puis, ce qui a vraiment attiré aussi notre attention, c'était les tassements plus profonds, notamment sous l'horizon labouré. Donc là, c'est un profil, là, tout ça, c'est l'horizon labouré. Hop, ici, on voit une grosse zone bien tassée sous le labour. Donc là, ce qui correspond à la semelle de labour, hein, si on veut. Ou alors encore ici, un profil où là, on est dans l'horizon pédologique, donc on est à 45 cm de profondeur. On voit bien ici la zone qui est tassée par rapport au reste qui est moins tassé. Là, ici aussi, un profil où il y avait, là c'est le labour, il y a une première semelle de labour, il y a une deuxième semelle de labour et l'horizon pédologique qui est en partie tassé. Donc ça, c'est des choses qu'on rencontre assez fréquemment quand on fait des profils de sol. Et donc, voilà, c'est des éléments qui nous ont quand même alertés et qui ont milité pour travailler là-dessus afin de pouvoir limiter les risques de tassement. Donc voilà pour cette première partie. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aborder maintenant l'aspect conséquences des tassements sur les cultures, donc voir en quoi ça peut être problématique. Puis ensuite, il y aura une dernière partie plus sur les aspects solutions. Donc déjà, pourquoi c'est problématique? Pour la vie du sol. Là, c'est un zoom, c'est une zone qui est sous un passage de roue. Et on voit ici un ver de terre écrasé sous le passage de roue. Ça, pareil, c'est des choses qu'on observe assez fréquemment quand on fait des profils. Derrière un chantier assez lourd, on retrouve des vers de terre écrasés dans leur galerie. Bon, forcément, quand il y a une machine avec 10 tonnes sur une roue qui passe, le ver de terre, il ne les précipite pas toujours. Et là, sur une photo, on ne voit pas qu'il est mort, mais je peux vous assurer que le ver de terre était bien écrasé et bien mort. Bon, ça, c'est un point, voilà, c'est la mort directe des vers de terre. Et puis après, c'est aussi le fait qu'il y ait moins d'oxygène. Donc, tous les organismes vivants dans le sol, ils ont quand même besoin d'oxygène pour vivre. Et donc, c'est un milieu qui leur est du coup beaucoup moins favorable si un sol est tassé par rapport à toute la vie du sol. Voilà. Et puis ensuite, par rapport au développement des cultures, là, on a fait une expérimentation avec différents organismes partenaires. Pour évaluer sur une culture de pommes de terre, donc une culture qui est assez sensible au tassement. On a regardé l'effet de la structure du sol. On a pris en fait des parcelles de pommes de terre avec un précédent betterave récoltées en bonnes ou mauvaises conditions. Donc sur une même parcelle, il y avait 2 dates de récolte des betteraves en bonnes ou mauvaises conditions. Et puis on a regardé du coup sur ce couple de parcelles le développement de la culture de pommes de terre. Et donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, c'est la partie où les betteraves étaient récoltées en bonnes conditions, et ici la partie où les betteraves étaient récoltées en mauvaises conditions dans la même parcelle. Déjà, on voit une différence du développement aérien des pommes de terre. Et puis ensuite, sur le profil de sol, donc tout ce qui est entouré en rouge, c'est les zones tassées, avec très peu de porosité. Donc là, il y en a assez peu, alors que là, il y en a beaucoup plus. Et ensuite, ici, c'est le profil racinaire des pommes de terre. Donc en gros, on colle une grille sur la phase d'observation, puis on compte présence ou absence de racines dans chaque petite case. C'est une grille avec un maillage de 2 cm de côté. Ça nous a permis de faire des cartographies, comme ici, de l'enracinement. Donc là, on voit qu'il y a très peu de zones tassées, l'enracinement se fait très bien, jusqu'à 70 cm de profondeur, pas de souci. Ici, beaucoup plus de zones tassées. Et l'enracinement, il bloque. Il y a un petit peu de racines qui passent dans la zone pédologique, mais la majorité des racines sont bloquées autour de 30-35 cm. Donc, c'est-à-dire que toute l'eau ici qui est en profondeur n'est pas exploitée par les racines. L'eau et les éléments minéraux, azote aussi. Voilà, donc on a regardé un peu plus en détail cela. Et donc là, en fait, ce que montre le graphique, c'est la proportion de zones tassées
dans le profil en fonction de la profondeur d'enracinement. Donc là, on voit que plus on a beaucoup de zones tassées et plus l'enracinement diminue. On passe à peu près de plus de 50 cm d'enracinement jusqu'à moins de 25-30 cm d'enracinement quand le sol est tassé. Donc un fort effet de l'enracinement. Et puis, alors là, j'ai mis exprès l'année de 2011, parce que c'était une année très sèche. Et on avait des modalités irriguées et des modalités non irriguées. Et ça nous a permis de voir justement la différence de l'humidité du sol. Ici, en rouge, c'était irrigué. Et on voit que finalement, l'irrigation gomme en partie les effets du tassement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une zone tassée, si la racine arrive dessus, si cette zone tassée est humide, elle sera plus facilement franchissable que si cette zone tassée est sèche. Et en fait, ici en vert, c'est la situation non irriguée. Et justement, on voit que l'enracinement était beaucoup plus pénalisé en cas de tassement important. Et donc ça permet aussi de réfléchir aux stratégies d'irrigation. Par exemple, quand on a des zones tassées, peut-être irriguer un peu plus tôt, si on a l'irrigation, pour permettre aux racines de passer plus facilement ces zones tassées au moment où le front racinaire arrive sur la zone tassée, finalement, pour permettre à cette zone tassée d'être humidifiée pour permettre l'enracinement et permettre le franchissement de cette zone. Mais bon, ça veut surtout dire que en cas de culture non irriguée ou de printemps un peu sec, il faut vraiment faire très attention à l'état structural, parce que là, un défaut se paie beaucoup plus rapidement parce que l'enracinement est beaucoup plus limité. Et puis on est allé aussi jusqu'au rendement, donc là c'est le même principe, c'est la proportion de zones tassées en fonction le rendement en fonction de la proportion de zones tassées. On voit que plus la proportion de zones tassées augmente et plus le rendement diminue. Donc on a eu un effet sur le rendement des pommes de terre. On passe de un peu plus de 50 tonnes de pommes de terre à l'hectare jusqu'à moins de 30 tonnes de pommes de terre à l'hectare quand on a un tassement. Donc une perte de rendement qui n'est pas négligeable. Puis autre effet aussi, et ça c'est un point assez important, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, quand il y avait des tassements profonds, ça limitait l'enracinement, comme ici. Par contre, dans certains cas, dans certains profils qu'on a fait, on avait aussi des tassements profonds, comme ici. Donc là, c'est l'horizon, donc là, c'est les buttes de pommes de terre. L'horizon labouré, on voit qu'il y a des tassements qui ont été fragmentés par le labour. Et là, on est sous le labour. Ici, on voit qu'il y a eu un tassement assez continu. Donc ça a limité l'enracinement. Mais on voit que dans la cartographie racinaire, on voit qu'il y a des voies préférentielles pour le passage des racines ici, ici, ici. Et ensuite, ça recolonise l'horizon pédologique. Et en fait, quand on regarde un peu mieux, on se rend compte que les racines, elles passent parce qu'il y a des galeries de vers de terre. Donc en fait, ici, alors, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais là, il y a une zone tassée. Là, on voit l'enracinement ici qui s'arrête. Et puis là, hop, la racine, elle passe ici parce qu'il y a une galerie de vers de terre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on voit ici, j'ai fait un zoom, la racine, du coup, elle se concentre dans la galerie de vers de terre, parce que c'est comme il y avait un tassement, elle ne pouvait pas le franchir, et puis la racine, du coup, elle coude, elle va à l'horizontale, puis dès qu'elle trouve une galerie de vers de terre, c'est une voie préférentielle, et hop, elle se faufile dedans. Donc du coup, elle se concentre ici, elle forme un manchon, puis hop, elle se faufile dans la galerie, pour ensuite aller recoloniser les horizons plus profonds. Et du coup, on a fait un travail, on a compté le nombre de galeries de vers de terre au niveau du fond du labour, qu'on a mis en relation avec l'enracinement, et on obtient des résultats qui ne sont pas trop mauvais. Donc là, c'est le nombre de galeries sous le labour, l'enracinement, et on voit qu'en sélectionnant les parcelles qui sont tassées, parce que forcément, s'il n'y a pas de tassement, les racines n'ont pas besoin des galeries pour passer, elles passent n'importe comment. Mais s'il y a du tassement, justement, là, en sélectionnant les parcelles tassées, on voit bien qu'il y a une bonne relation entre le nombre de galeries et la profondeur d'enracinement. Donc ça veut dire qu'aussi que si on a du tassement en profondeur, il y a la solution d'aller intervenir mécaniquement avec des dents ou autres en profondeur, mais c'est toujours un peu risqué parce que déjà il faut de la puissance pour aller décompacter, régénérer les horizons profonds. Et puis c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est potentiellement on peut sensibiliser le sol au prochain tassement. Et par contre, en sédant des vers de terre, on voit que en créant finalement un réseau de galeries, c'est des voies préférentielles pour permettre l'enracinement en profondeur et pour permettre aux racines de passer à travers cette zone tassée. Et ensuite, il faut que l'horizon pédologique soit lui-même non tassé parce que
Là, par exemple, c'est un cas où l'horizon pédologique en profondeur est lui aussi tassé. Dans ce cas-là, la racine elle se faufile dans la galerie, mais elle reste dans la galerie. Dans ce cas-là, on est content parce que la racine elle va bien en profondeur, mais sauf que c'est assez peu opérationnel, fonctionnel, puisque l'eau elle se situe à côté. L'eau qui circule dans la galerie, elle circule, mais elle ne s'arrête pas. Et donc en fait, ici, la racine va en profondeur, mais n'exploite pas les ressources à côté. Alors qu'ici, il y a une galerie, la racine s'est faufilée dans la galerie, et ensuite, l'horizon pédologique n'est pas tassé, on voit tous les racines qui repartent avec des filaments mycéliens, des filaments le tissu racinaire qui se reforme dans l'horizon pédologique pour aller chercher l'eau, les éléments minéraux. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir un horizon en profondeur qui ne soit pas tassé pour que les racines recolonisent cet horizon profond. Voilà, puis un moyen assez simple pour observer les réseaux de galeries, c'est si on est encore en labour, on observe le fond de labour, on gratte un peu avec un couteau, et puis là par exemple, là c'est le lissage du labour. En grattant avec le couteau, on met en évidence toutes les galeries de vers de terre, et ça permet de pouvoir estimer, sans faire un profil de sol qui est assez lourd à mettre en place, de pouvoir estimer le réseau de galeries de vers de terre. On peut le faire aussi qu'on jardine sur le fond de la bêchée, hop, on compte le nombre de galeries plus en profondeur. Et puis, oui, donc j'ai évoqué les galeries de vers de terre, mais aussi les fissures par le climat. Là, par exemple, c'est une racine qui se faufile dans un plan de fissuration. Donc on voit bien que c'est très tassé. Là, ici, c'est vraiment des surfaces nettes, lisses, avec très peu de porosité. Par contre, il y avait une fissure créée par le climat, alternance humectation-dessiccation. On voit la racine qui se faufile en arête de poisson au sein de cette fissure. Et donc là, c'est ce qu'on a mis en évidence sur la proportion de zones fissurées et l'enracinement. On voit que plus on a des zones fissurées en sélectionnant les parcelles tassées, plus l'enracinement se fait bien. Et donc il y a un vrai effet aussi de la fissuration pour permettre l'enracinement en profondeur. Donc du coup, pour résumer, par rapport aux conséquences, donc oui, les zones tassées limitent l'enracinement, mais après, il y a quand même, les racines peuvent franchir ces zones tassées à 3 conditions. Et si le sol est humide, au moment où la racine arrive sur cette zone tassée, donc s'il y a des fissures par le climat pour permettre aux racines de prendre ce plan de fissuration, ou alors les galeries de vers de terre qui sont des voies préférentielles pour les racines. Donc voilà pour les conséquences. Donc ensuite, si j'aborde maintenant l'aspect régénération, donc la structure du sol elle évolue aussi au cours du temps. Donc là, on a vu la baisse de porosité par les engins, mais ça peut être aussi une baisse de porosité naturelle par la reprise en masse, sans qu'il y ait d'engins pour les sols un peu fragiles avec peu de matière organique qui sont moins stables. L'effet simplement de la pluie peut retasser et reprendre en masse le sol. Donc il peut aussi avoir des baisses de porosité sans qu'il y ait de passage d'engins. Donc voilà, donc là c'est les baisses de porosité, mais aussi il y a des facteurs qui participent à l'augmentation de la porosité, donc avec le travail du sol, et puis ce qu'on va voir, là, le climat, et puis l'effet des galeries de vers de terre notamment. Et donc concrètement, en fait, comment ça se passe quand on observe des modes de sol? Imaginons qu'on prenne un mode de sol avec bien structuré, là on voit il y a beaucoup de porosité. Si on a du tassement, donc on a une baisse de porosité. Tassement modéré, on voit encore un peu de porosité, ou tassement sévère avec plus aucune porosité visible. Et ensuite, ces modes évoluent par l'effet à la fois du climat et de la bioturbation. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc par la bioturbation, par les vers de terre, en fait, tout ce que l'on voit quand vous observez le sol, tout ce qu'on voit qui est un peu arrondi, en fait, c'est des déjections de vers de terre très souvent. Donc là, par exemple, ici, une mode tassée, on voit toutes les déjections de vers de terre ici qui se forment, ou alors le réseau de galeries qui perfore les zones tassées. Donc ça, c'est la régénération par les vers de terre. Et ensuite, il y a la régénération par le climat, avec les plans de fissuration qui se créent petit à petit sur des zones tassées. Et très souvent, c'est même plutôt les deux combinés. Là, on voit une zone tassée, il y a des plans de fissuration, et puis le ver de terre travaille petit à petit pour reformer une structure plus favorable. Et pour retrouver ici, revenir à la situation de départ avec une structure favorable.
Donc c'est comme ça que naturellement le sol évolue. S'il y a eu du tassement, il y a de la fissuration, de la bioturbation par les vers de terre, et puis l'ensemble, en général les deux combinés, participent à retrouver une structure favorable. Voilà, donc au niveau des vers de terre, là, quelques résultats. Donc là, c'est les travaux notamment de l'INRA, où ils ont pris un bloc de sol qu'ils ont passé dans un scanner pour évaluer toute la porosité du sol. Donc là, c'était la zone témoin sans tassement. On retrouve ici tout le réseau de porosité. Ensuite, ce bloc a été tassé volontairement. Donc ils ont remis le bloc de sol au scanner. On voit qu'il y a une bonne partie de la porosité du coup qui a été détruite par le tassement. Ensuite, ils ont remis le bloc de sol 2 ans après, sans avoir touché au sol, donc sans l'avoir tassé de nouveau, mais sans l'avoir travaillé. Donc là, du coup, c'est l'évolution surtout par les vers de terre. Et on voit que 2 ans après, on retrouve à peu près le même niveau de porosité initiale. Donc ça veut dire que les vers de terre sont capables de régénérer les tassements, mais après, ça leur prend quand même du temps. Il faut 2-3 ans pour que, par l'effet des vers de terre, on retrouve le niveau de porosité à peu près initial. Puis, il y a l'effet du climat donc qui agit par les plans de fissuration. Donc là, c'est surtout si on a quand même au moins 15% d'argile, parce que c'est surtout l'argile qui fait que ça évolue. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout un phénomène de surface. En profondeur, on a des variations climatiques qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'est surtout un phénomène de surface dans les 30-40 premiers centimètres. Donc on en parlait tout à l'heure, l'effet des racines. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un effet positif parce que déjà, les racines, elles pompent de l'eau. Donc si elles pompent de l'eau, c'est-à-dire qu'elles favorisent l'humectation, dessiccation du sol. Elles créent plus facilement des fentes de dessiccation. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a aussi un peu l'effet de fragmentation par les racines. Par contre, il y a assez peu de travaux qui montrent vraiment qu'une racine peut recréer de la porosité. Donc potentiellement, si on a une zone tassée qui est un peu humide, une racine peut se faufiler dedans. Et puis une fois que le végétaux meurt, du coup la racine se dégrade et on peut retrouver de la porosité. Mais dans beaucoup de situations, on observe des racines comme ici, par exemple, où là, c'est un radis. Il s'est bien développé, là il y avait une zone tassée, il a bloqué, puis il est parti en angle droit pour retrouver un endroit où passer avec une zone plus favorable. Donc ça veut bien dire que la racine ne fait pas des décompacteurs non plus. Donc c'est un effet qui est certes favorable, mais ça ne remplacera jamais l'effet d'un vrai travail du sol pour restructurer. Puis donc par rapport à la régénération par le travail du sol, c'est sûr que ça participe en fragmentant les modes, donc que ce soit le labour, que ce soit le décompactage. Le décompactage, du coup, ça fonctionne en V de fissuration, à recréer de la porosité. Par contre, il faut faire très attention aux conditions d'intervention. Par exemple, sur un décompactage réalisé sur un sol un peu argileux en conditions humides, on voit que c'est comme passer une lame de couteau dans du beurre, on ne fait quasiment rien. Donc il faut faire très attention aux conditions d'intervention, surtout pour le décompactage, parce que c'est très sensible. Des fois, on fait même pire que mieux quand on intervient en conditions un peu trop humides, parce qu'on va lisser, on va créer des zones un peu de rupture de capillarité aussi. Donc maintenant je vais aborder le dernier aspect sur plutôt les solutions pour limiter les tassements, parce que quelles sont du coup les marges disponibles, marge de manœuvre. Donc déjà par rapport au tassement en surface, le fait d'adapter les pneumatiques, c'est vrai que c'est un levier pertinent par rapport au tassement en surface. Donc déjà, ce qui existe en général au niveau pneumatique agricole, il y a pneu diagonal et pneu radial. Il faut mieux plutôt préférer le pneu radial parce que les pressions vont se répartir de manière beaucoup plus homogène sur l'ensemble de la surface de contact. Alors qu'un pneu diagonal, alors certes c'est moins cher à l'achat, mais c'est un pneu qui va avoir une surface d'empreinte plus arrondie et surtout une pression au sol plus élevée au centre du pneu. Et donc du coup, on aura un tassement supplémentaire en surface. Et pour des bennes agricoles, par exemple, il y a encore beaucoup de bennes qui sont équipées de pneus en diagonale. Et c'est vrai que ces pneus radiales, c'est plus cher, mais ça préserve quand même mieux le sol contre le tassement en surface. Autre levier aussi, donc, c'est jouer sur la taille des pneumatiques, notamment la hauteur des flancs. Si on a par exemple ces deux épandeurs de fumier,
faut mieux plutôt préférer un épandeur où les roues sont sur les côtés avec des grandes roues pour permettre une surface d'empreinte large, enfin longue. Alors qu'ici, les pneus sont sous la caisse, donc même si c'est des pneus qui peuvent être larges, on aura une surface d'empreinte qui sera très peu longue parce que les pneus ne sont pas hauts. En fait, c'est surtout la hauteur du flanc qui va faire que la surface d'empreinte va se faire en longueur. Donc là, ici, on a des pneus qui sont beaucoup plus hauts, des hauteurs de flanc plus importantes, donc une surface d'empreinte plus en longueur, et donc du coup, une surface globalement d'empreinte plus importante pour permettre de limiter le tassement. Et des choses très, très simples que vous pouvez faire chez vous pour les agriculteurs, c'est de mettre par exemple de la farine autour, enfin nous on fait ça avec de la farine, bon, ça peut être une autre substance blanche, autour du pneu. Ensuite la machine elle avance et puis on évalue la surface d'empreinte en jouant par exemple sur la pression de gonflage ou de type de pneumatique pour évaluer la différence de la surface d'empreinte. Plus la surface d'empreinte va être importante et plus le poids va être réparti sur une surface importante, on va du coup limiter la pression au sol. Donc là, on a fait l'expé sur un pneu 900, donc un gros pneumatique, qui a été gonflé à 2,2 bars et qui a été ensuite dégonflé à 1,2 bar. Eh bien, on voit bien qu'en le dégonflant, on a augmenté la surface de contact et surtout la longueur de la surface d'empreinte. On est passé de 68 cm de long à 91 cm de long, avec pratiquement un crampon en plus. Là, ici, on a 3 crampons qui touchent le sol. Là, on n'en a que 2. Donc plus de crampons au sol, c'est aussi plus d'adhérence. Voilà, et donc on limite le tassement, on augmente l'adhérence en diminuant du coup la pression de gonflage. Donc ensuite, il y a aussi pas mal de questions par rapport à l'effet pneumatique chenille, trouvant de plus en plus de tracteurs avec des chenilles ou des matériels de récolte du fait du poids important. Et en fait, la chenille, ça a un gros avantage, c'est que la surface d'empreinte est beaucoup plus importante, mais par contre, il y a des pics de pression au niveau des galets, comme ici, ce qui fait que la pression n'est pas répartie de manière homogène comme sur un pneumatique. Donc du coup, on a mené une expérimentation pour voir sur une même machine l'effet d'une chenille et d'un pneumatique. Donc c'était un matériel de récolte de betterave, on avait fait ça en novembre 2014. Donc une machine qui était équipée de chenilles et une machine à peu près équivalente équipée de roues. Puis on a fait des mesures sur le sol pour voir quelle machine finalement préservait le plus le sol. Donc on a fait des mesures, on a fait les surfaces d'empreinte, on a pesé les machines, on a fait des mesures de propriété du sol avec des masses volumiques, la pénétrométrie notamment. Voilà un peu déjà ce que ça donne sur le poids. Donc là c'était la machine à chenilles et là ici la machine à roues. On voit que déjà sur le poids, on est sur l'essieu arrière à 28 tonnes sur la machine à roues, sur l'essieu arrière. Donc 28 tonnes, ça fait 14 tonnes par roue. Et pour information, c'est des pneus, les pneus qui équipaient cette machine n'acceptent pas une charge au-delà de 14 tonnes. Donc déjà, on était en dehors de la BAC au niveau du manufacturier. Donc déjà, il y avait un problème. Et puis, on a atteigné du coup une contrainte au sol de plus de 1,4 bar sous le pneu. Donc, c'est donc 140 kPa, qui sont des pressions très importantes sous les pneumatiques. Donc, du coup, on a regardé au niveau de la pénétrométrie ce que ça a donné. Donc là, on retrouve la courbe pénétrométrique avant le passage, là, avec le fond du labour. Et donc là, en vert, c'est le passage de la chenille, et en orange, c'est le passage de la roue. Donc là, c'est à vide, et ensuite, je vous montrerai à plein. Donc on voit déjà qu'il y a quand même un effet bénéfique de la chenille, malgré le fait qu'il y ait des galets qui fait que la pression n'est pas répartie de manière homogène, on a quand même un effet bénéfique de la chenille. Bon, surtout en surface, en profondeur, pas plus grande différence. Et puis ensuite, on a fait la même chose mais à plein. Donc là, c'est chenille à plein et roue à plein. On voit que là, quand même, on a toujours l'effet bénéfique de la chenille en surface et aussi un peu en profondeur. Donc on a quand même là, après ça va dépendre forcément beaucoup de l'architecture de la chenille, du nombre de galets, de la tension de la bande de roulement, mais on a quand même un effet bénéfique de la chenille sur le tassement du sol. Voilà, autre élément aussi pour limiter le tassement, c'est réduire la charge par essieu. Donc ça peut être soit adopter du matériel plus léger, bon,
Après, ce n'est pas toujours évident. Mais sinon, il y a des solutions un peu innovantes pour diminuer les charges un peu inutiles au champ. Là, par exemple, c'est un épandage sans tonnes, c'est-à-dire que la cuve à lisier, elle reste au bord du champ, et le tracteur qui épand, il est relié avec un tuyau à la cuve, et donc du coup, ça évite de trimballer la cuve partout dans le champ, pour éviter d'avoir des charges lourdes dans le champ. Donc ça, nous en France, il y en a assez peu, mais par ici en Belgique, c'est déjà un peu plus répandu, et puis en Hollande, Pays-Bas, c'est très, très répandu, ça c'est l'épandage sans tonnes. Ça permet de limiter le tassement en évitant d'avoir la tonne à lisier qui se balade dans le champ. Donc, par exemple, ça c'est une solution. Et puis sinon, c'est réfléchir à la répartition du poids sur les différents essieux. Puisqu'en fait, je vous rappelle que c'est la contrainte maximale qui est déterminante par rapport au tassement en profondeur, notamment. Donc ça veut dire que là, dans cette situation, c'est des transbordeurs à grains ici, de même capacité, 30 mètres cubes. Il y en a un qui est équipé d'un essieu, 2 essieux ou 3 essieux. Il faudra plutôt préférer 3 essieux plutôt qu'un seul essieu, parce que au moins on va répartir le poids sur 3 essieux au lieu d'avoir tout le poids sur un seul essieu. Et là, dans cette situation-là, on va tasser plus en profondeur que dans cette situation où là, le poids va être mieux réparti sur 3 essieux. Alors peut-être qu'avec l'effet des 3 essieux, donc il y aura 3 passages de roues, on va tasser un peu plus en surface, l'horizon 0,30, parce qu'il y a l'effet additionnel du tassement par l'effet du nombre de passages. Mais comme on répartit mieux le poids sur beaucoup plus de roues, on va tasser beaucoup moins en profondeur. Ça, c'est très important du coup, parce que les tassements profonds sont très peu réversibles. Puis ensuite, il y a des réflexions à mener sur la localisation du trafic sur les parcelles. Déjà, rien que le parcours de la benne, lors de la moisson, lors du débardage des betteraves, essayer de localiser des passages pour que la benne passe et éviter que la benne se passe partout dans la parcelle, par exemple. Puis ensuite, sinon, il y a le contrôle traffic farming. Donc ça, c'est la localisation de tous les passages de roues sur la parcelle, qui se développe beaucoup aux États-Unis, en Australie notamment. Qui permet de limiter fortement la surface affectée par le tassement. Là, c'est un peu plus compliqué à mettre en place dès lors qu'on a des pommes de terre, des légumes, des betteraves dans la parcelle, mais en système plus céréalier, c'est plus facile à mettre en œuvre, surtout avec le GPS où on peut localiser tous les passages de roue. Voilà, et puis sinon, donc là, je viens de terminer un peu avec cette présentation. Donc, pour terminer, c'est bien insister sur le fait que l'observation du sol, elle reste vraiment indispensable pour avoir une idée de l'état structural du sol. Donc il y a le profil qui est la méthode la plus performante, mais qui est quand même un peu lourde à mettre en place. Et donc sinon, là, ce sur quoi on travaille dans le cadre du projet, c'est des méthodes plus simples à mettre en œuvre, mais qui restent fiables, pour apprécier la structure du sol. Donc soit avec le pénétromètre, donc on enfonce la tige et puis on voit la force qu'on doit exercer pour enfoncer la tige, donc pour notamment explorer la variabilité spatiale et repérer les tassements en profondeur. Ensuite, la simple méthode bêche qui est assez pertinente aussi pour voir ce qui se passe dans les 0,30 cm. Donc on observe l'allure de la bêchée, est-ce que ça reste en un gros bloc compact ou ça se fragmente bien, et puis en cassant les mottes, est-ce qu'on observe de la porosité ou pas notamment. Et puis le mini-profil otélescopique, donc là on est en train de travailler pour l'élaboration d'un guide là-dessus, donc pour apprécier la structure à partir d'un bloc prélevé avec les palettes d'un télescopique. J'ai quelques photos ici après. Et donc ça a l'avantage par rapport à la méthode bêche de pouvoir observer les horizons plus en profondeur, chose que la simple bêchée ne permet pas. Et notamment quand il y a des chantiers lourds, pouvoir observer ce qui se passe dans l'horizon pédologique. Sous le labour. Et puis on peut aussi dégager des blocs de sol et puis compter les galeries de vers de terre au fond du labour aussi. Sur cette méthode, on peut se le permettre. Sur une simple bêchée, c'est plus compliqué. Pour conclure là, sur cette partie autour du tassement du sol, il y a quelques points sur lesquels je voulais bien insister. Donc c'est déjà tout d'abord ne pas se fier à l'état de surface pour porter un jugement sur l'état structural du sol. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ornière qu'il n'y a pas de tassement. On peut très bien, avec des pneumatiques larges, tasser le sol en profondeur sans qu'il y ait d'ornière. Donc il ne faut pas se fier uniquement à l'état de surface. Ensuite, par rapport aux tassements qui peuvent être faits en surface, la régénération va être quand même assez rapide si on travaille encore le sol, par l'effet du travail du sol, combiné avec
les vers de terre, le climat. Par contre, la régénération est beaucoup plus lente en profondeur parce que le climat joue très peu, les vers de terre aussi les atteignent moins, et puis le travail du sol aussi. Donc c'est surtout un gros point de vigilance à avoir sur ces tassements en profondeur. Voilà, puis après, du coup, en cas de réduction du travail du sol, donc si on veut partir en non-labour ou même plus du tout travailler le sol, dans ce cas-là, il faut vraiment prévenir les risques de tassement et puis tout mettre en œuvre pour favoriser la régénération par les vers de terre. Le climat, on ne le maîtrise pas, mais les vers de terre, on peut les aider à favoriser la régénération, notamment en leur donnant de la matière organique à manger, matière organique fraîche.